Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Bonjour fidèles auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine, bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce samedi 7 août 2021, dont voici les grands titres. Un jeune Burundais originaire de la commune Rugazi en province de Bubanza est mort suite aux coups infligés par ses cohabitants dans la ville de Kiambu au Kenya. Des hommes qui seraient des bandits ont été attrapés dans la nuit de ce vendredi au quartier Gatunguru, situé en zone Rubirizi, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. La pandémie Covid-19 se répand de plus en plus au sein du personnel de la santé. Un bon nombre du personnel de ce secteur a été dernièrement dépisté positif au coronavirus. Cependant, le gouvernement burundais fournit peu d'efforts dans la lutte contre cette pandémie. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Je vous le disais dans le titre, un jeune homme burundais originaire de la commune Rugazi en province de Bubanza est mort suite aux coups infligés par ses cohabitants dans la ville de Kiambu au Kenya. Les informations en provenance du Kenya font savoir que le corps de ce jeune homme vient de passer à peu près un mois dans la morgue de l'hôpital de Kiambu au Kenya. Les détails avec Emile Nibasumba. Le corps de Jacques Nitunga, natif de la zone Muzinda, commune Rugazi de la province de Bubanza, est à la morgue à Kiambu Level and Hospital au Kenya depuis le 19 juillet. Ce jour-là, selon nos sources, ce jeune homme qui était membre du CNL a été précipitamment conduit à cet hôpital car il était agonisant. Jean-Baptiste Nikobasa, Justin Mugisha, Ferdinand Nyonguru et Edouard, ce sont des Imbonerakure qui l'ont passé à tabac et l'ont laissé mourant une semaine avant son admission à l'hôpital. Nos sources indiquent également que Jacques Nitunga a été conduit à l'hôpital grâce aux alertes lancées par les voisins. La victime, qui avait des blessures sur les bras et sur les côtes, ne pouvait plus bien manger, car même lorsqu'il essayait de mettre quelque chose sous la dent, il vomissait, et ce pour toute une semaine durant laquelle il croupissait à la maison. Les informations en provenance de cette province de Kiambu, frontalière avec la ville de Nairobi, indiquent qu'en tabassant Jacques Nitunga, ces Imbonerakure l'accusaient de les avoir volé 19 000 shillings, le vol qu'il avait finalement avoué après un long passage à tabac selon les témoins. Cet argent a été par la suite remboursé par son père qui est au Burundi. Il a envoyé à ces Imbonerakure 650 000 francs burundais. Au lendemain de la mort de Jacques Nitunga, certains Burundais ont appelé la police kenyane, mais arrivés sur place, les Imbonerakure avaient déjà pris la fuite. Le président de la diaspora burundaise au Kenya, les autorités de l'ambassade du Burundi au Kenya, en collaboration avec un responsable des Imbonerakure, Nestor Mawenayo, sont accusés par les témoins d'avoir permis à ces Imbonerakure de s'échapper pour le bien du parti CNDD-FDD, explique-t-il. Jean Bosco, le président de la diaspora burundaise au Kenya, refute ces accusations et l'on n'a pas pu joindre l'ambassade du Burundi au Kenya. Mais en plus de l'évasion de ces Imbonerakure, les Burundais du Kenya ont du mal à remplir les conditions exigées pour enterrer Jacques Nitunga. Le gouvernement kenyan exige une procuration signée par la famille et une autorité judiciaire, la première procuration ayant été rejetée parce qu'elle était signée par les parents de Jacques et le chef de secteur seulement. Selon nos sources, à l'hôpital de Kiambu, le paiement de 13 000 shillings, soit environ 400 000 francs burundais pour la morgue, et un autre montant supplémentaire non encore connu pour l'hospitalisation sont exigés pour récupérer le corps de Jacques Nitunga, et aux frais de la morgue, 350 shillings, soit environ 10 000 francs burundais, s'ajoutent chaque jour. Merci à toi, Emile Nibasumba. Toujours en page sécurité, des hommes qui seraient des bandits ont été attrapés dans la nuit de ce vendredi au quartier Gatunguru, situé en zone Rubirizi, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Les habitants de ce quartier ont été emportés par la colère et les ont tabassés à mort. Plus de détails avec Aimable Nishimwe.
Ces personnes qui seraient des bandits ont été attrapées dans une localité appelée Kwitangi, dans le quartier Gatunguru, en zone Rubirizi. Notre source fait savoir que ça fait plus d'un mois qu'ils se remarquent une recrudescence des cas de vol dans cette localité. Et les bandits ciblent surtout les télévisions ainsi que d'autres objets de valeur. Ces bandits ont été battus à mort. Un des habitants de cette localité indique qu'ils ont été tabassés parce qu'ils auraient refusé de montrer les objets volés. L'un des bandits a dit à l'autre de rendre la télévision volée pour qu'il ne soit pas battu et ce dernier a refusé, arguant qu'il ne le connaît pas. Mais ce premier a insisté, disant qu'ils habitent ensemble, mais le deuxième a nié. Il a voulu garder le secret. C'est pour cela qu'il a été gravement tabassé. Oui, ils ont volé. Il y a des preuves. Leur mallette contenait des objets comme des tournevis. Ce citoyen conseille à ces voleurs d'utiliser leur force pour gagner leur vie. Moi, je pense que ce sont des malfaiteurs. Est-ce qu'ils n'ont pas de force? Qu'ils utilisent cette force pour travailler. Nous aussi, nous utilisons notre force pour gagner la vie et pour le bien de nos familles. Tu vois combien cet homme est fort et l'autre qui gise par terre de l'autre côté, est-ce qu'ils ne sont pas à mesure de travailler? Ils veulent seulement perturber la sécurité de leurs frères. Selon les informations qui nous parviennent, des administratifs à la base au quartier Gatunguru ont par la suite amené ces deux hommes dans les structures sanitaires pour bénéficier des soins. Toujours en page de sécurité, climat malsain règne au sein de la police au chef-lieu de la province de Cibitoke. Un climat qui fait suite aux informations faisant état d'un citoyen tué à coups de gourde après avoir été torturé par les agents du service de renseignement dans cette province. Le point avec Dominique Claire et la Coumbe. C'est vers 2h de la nuit de ce vendredi à samedi que les gens qui habitent aux environs du commissariat de la police ainsi que ceux qui habitent à proximité des bureaux du service national de renseignement ont aperçu un véhicule qui serait venu du bureau de la documentation au niveau provincial. Notre source au chef-lieu de la province Cibitoke fait savoir que c'était un véhicule de la documentation qui transportait le cadavre d'un citoyen qui venait de passer 3 jours au cachot et que les agents de la documentation l'avaient tué en le torturant par la faim et les coups de gourdin. Selon toujours notre source, le corps sans vie de cette personne, mis dans un sac, avait été amené pour être jeté dans la rivière de Rusizi, dans la localité de Nyamitanga, c'est à plus de 30 km du chef-lieu de la province de Cibitoke, où ce crime avait été commis. Et dans l'objectif de faire disparaître toutes les preuves de l'assassinat de cette personne, notre source révèle que les auteurs de ce crime avaient planifié comment son cadavre, une fois jeté dans l'eau, allait rester pour toujours au fond de cette rivière sans refaire surface. C'est pour cette raison qu'il y a actuellement une chasse à l'homme au sein de la police pour savoir qui aurait été au courant de cette histoire et qui aurait divulgué l'information. Une situation qui a créé une peur panique au sein des policiers, vu que certains peuvent être victimes de soupçons. Les informations en provenance de la police affirmaient que les cris de la victime s'entendaient toujours depuis le cachot où il était enfermé et qu'il venait de passer ces 3 jours sans recevoir de nourriture. Notre source ajoute également que la personne tuée était accusée d'être venue de la République démocratique du Congo dans le but d'espionner pour le compte des groupes rebelles. Mais jusqu'à présent, l'identité de cette victime restait toujours inconnue. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il qu'on va. Après cette courte pause, nous poursuivons avec la page justice. Jugement cette semaine de certains habitants de la commune Burambi en province de Rumongue, arrêtés l'année dernière et au début de cette année sur base des accusations de collaborer avec les groupes armés. Les sentences prononcées sont décriées par certains habitants de Burambi qui trouvent que la justice a été partiale. Le point avec Roger Diveremèche. 5 habitants de la commune de Burambi ont été condamnés par le parquet de Rumongue. C'était au cours de cette semaine dans la prison de Rumongue où ils sont d'ailleurs incarcérés. Ils étaient poursuivis depuis l'année passée pour collaboration avec des groupes rebelles. Parmi ces 5 habitants, il y avait un vieillard de plus de 70 ans et ses 2 fils. Un vieillard prénommé Silver a écopé d'une peine de 15 ans
d'emprisonnement et d'une amende de 40 millions. Son premier fils, qui s'appelle Juvan Ninheretse, a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement et d'une amende de 40 millions de francs burundais, tandis que la sentence d'un autre fils de ce vieillard prénommé Jonathan, connu sous le sobriquet de Muzo, a été de 2 ans avec une amende de 20 millions de francs burundais. Et notre habitant de Burambi, surnommé Mapengu, a été condamné d'une peine à perpétuité et d'une amende de 40 millions, tandis qu'un autre prénommé André a écopé d'une peine à perpétuité. Certains habitants de Burambi dénoncent les verdicts prononcés sur les 5 personnes car elles sont victimes de soupçons. Au moment où ces 5 personnes jugées ont encore le droit d'interjeter appel, certains habitants de Burambi demandent que la justice fasse son travail en manifestant son indépendance. C'est vraiment honteux. On n'a plus de mots à dire. Certes, ils ont le droit de faire appel, mais nous demandons à la justice d'être impartiale pour libérer ces personnes qui, pour nous, sont des innocents. D'ailleurs, ces condamnations nous étonnent car même les différentes autorités du pays disent qu'au Burundi, il n'y a pas de groupe rebelle. À titre de rappel, en date du 26 juillet dernier, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Alain Tribert Mutabazi, a déclaré lors de la présentation du bilan des réalisations de son ministère que des informations relatant la présence des groupes armés sur le sol burundais sont inexactes ou sont à vérifier. Merci à toi, Eroge Duvelle-Mecha. En page santé, la pandémie à coronavirus se répand de plus en plus au sein du personnel de la santé. Un bon nombre du personnel de ce secteur a été dernièrement dépisté positif au Covid-19. L'on se terrain notamment au sein du personnel de la Kamebu et au sein de certains hôpitaux de la mairie de Bujumbura. Pourtant, le dernier rapport du ministère de la Santé publique indique que les derniers cas d'infection dans le secteur de la santé datent du mois d'avril 2021. Le point avec Eric Nyonzima. Aucune personne n'a été testée positive à la COVID-19 aujourd'hui. C'est du moins ce qui est écrit dans le rapport du ministère de la Santé publié ce samedi sur la situation du coronavirus selon les tests effectués ce vendredi. Le même rapport indique que les derniers résultats des cas positifs parmi les agents de santé datent du 2 avril 2021. Néanmoins, certains employés de ce domaine de la santé rejettent ces résultats. L'un des témoigne. Ils disent tout cela sans toutefois se rendre aux hôpitaux de référence pour s'acquérir de la situation. À l'hôpital Roi Khaled, je connais 9 agents de santé testés positifs. À l'hôpital militaire, j'en connais 3. Qu'ils arrêtent de mentir. Ils sont nombreux. Laisse-moi vous donner un exemple. Demandez-vous pourquoi aucun médecin n'a le droit de communiquer s'il y a un cas positif au Covid-19 ou encore si quelqu'un a été emporté par le coronavirus. Qu'ils arrêtent cela. C'est plutôt honteux. Notre source indique qu'au sein de Kamebu, un centre chargé de la distribution des médicaments dans différents hôpitaux du pays, on y a détecté 5 employés atteints par la pandémie à COVID-19. Ces employés s'ajoutent aux autres qui viennent de passer quelques jours à la maison après avoir été testés positifs également. Kamebu fait partie du secteur de la santé. Le Kamebu est très touché par la COVID-19. Rappelez-vous que récemment, le ministre de la Santé disait que le Pakobu compte 20 personnes testées positives, mais à l'hôtel Source du Nil, il y avait 72 employés de Pakobu testés positifs à la COVID-19. Kamebu est du domaine de la santé. D'ailleurs, actuellement, même le matériel qu'on utilise dans cette activité de lutter contre la COVID-19 sont conservés là. Pour le moment, Kamebu compte 53 employés testés positifs. Ils ne se présentent même pas au service. Selon le rapport du ministère de la Santé, seulement 38 agents de santé ont été testés positifs à la COVID-19 depuis son apparition au Burundi. Le même rapport indique que 263 personnes est le nombre de cas positifs au coronavirus détectés ce vendredi. En plus, 10 personnes seulement ont été déjà tuées par cette pandémie depuis sa présence au Burundi. Là aussi, les employés du ministère de la Santé ne sont pas du tout d'accord avec cette affirmation car ils révèlent que cette pandémie a déjà fait beaucoup de morts, mais que personne parmi ces agents de la santé n'a le droit de communiquer sur un cas de décès suite à la COVID-19. La même source
fait savoir que seul le ministère de la Santé a le droit de communiquer sur les personnes importées par la pandémie. Merci Eric Niyonzima. Le gouvernement burundais fournit peu d'efforts dans la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement burundais avance le manque de moyens financiers, une raison pourtant rejetée par les membres de l'équipe de dépistage de la COVID-19 qui indique qu'il s'agit plutôt de manque de volonté. Le détail avec Emmanuel Nyungeko. Beaucoup de défis s'observent dans l'activité de lutte contre la COVID-19 au Burundi. Les membres de l'équipe de dépistage indiquent que cette activité est paralysée par l'effectif insuffisant des employés, ce qui fait qu'ils soient dépassés par la situation. Concernant la COVID-19, la situation est devenue très compliquée. Dans le groupe du ministère de la Santé publique qui se trouve sur le terrain, nous sommes très peu nombreux. Nous ne sommes pas à mesure d'accomplir la tâche car c'est vraiment difficile. Même ceux qui étaient venus pour renforcer cette activité l'ont très tôt abandonné. Vous comprenez que c'est un problème. Même ceux qui sont sur le terrain ne sont pas bien traités et c'est dommage. Moi aussi je fais partie d'eux et c'est vraiment honteux. Actuellement, même ceux qui étaient venus pour nous aider ont été obligés de laisser tomber car ils ont détourné leur argent. Les membres du comité chargé de lutter contre la COVID-19 indiquent qu'il n'y a pas d'argent, témoigne l'un des responsables de ce comité. Ils grognent en disant qu'il n'y a pas d'argent. Mais l'argent a été versé depuis longtemps par la Banque mondiale et les responsables l'ont volé. Imaginez-vous, c'est Ndaogarika et Bunyoni qui sont chargés de la gestion. Donc Tadé n'est là que pour exécuter leurs ordres, même si lui aussi n'est pas du tout sain. Actuellement, tout ce qui est en train d'être fait n'est que pour tromper l'opinion internationale, comme témoignent ce citoyen. Les responsables ne font qu'attendre le financement afin de voler comme d'habitude. Ils font juste semblant de travailler en démontrant quelques activités pour se justifier, mais cela est connu par tous. Nous avons essayé de contacter à ce propos le président du comité chargé de lutter contre la COVID-19, Gervin Dirakobucha, de même que Tadende Koumana, le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, mais sans succès. Dans nos éditions ultérieures, nous allons revenir sur le traitement de ceux qui sont testés positifs à cette pandémie. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Il s'observe de plus en plus des enfants de la rue dans la ville de Gitega. La pauvreté dans leur famille serait à l'origine de cette situation. Actuellement, ces enfants en arrivent à dérober les passants. Le point avec Roger Cuisère. Ces enfants de la rue sont originaires de certaines communes des provinces Gitega, Karuzi, Murambya et Kayanza. Ces enfants sont plus de 80 dans la ville de Gitega. Ils logent des bars et magasins situés aux alentours du marché de Gitega. Certains indiquent qu'ils ont quitté les familles suite à la pauvreté et d'autres font savoir qu'ils ont fui la maltraitance de leur belle-mère. Les enfants de la rue sont nombreux. La pauvreté est la principale cause qui pousse ces enfants à quitter les familles. Du fait qu'ils restent à la maison sans pouvoir aller à l'école, ils préfèrent alors se rendre en ville pour chercher du travail. Ces enfants sont entre 8 et 16 ans. Ils consomment des stupéfiants, à savoir les chambres et les boissons appelées caribou, et par conséquent, ils commettent des vols et d'autres crimes. Ces enfants volent les passagers dans les véhicules, les motos et les vélos en utilisant des lames de rasoir et des couteaux. Parfois, ces enfants violent les femmes pendant la nuit. Ces enfants en situation de la rue ont été remarqués dans la ville de Gitega depuis 1994, au moment où le Burundi était en pleine crise de guerre civile. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le docteur Jacques Ndouimana, l'administrateur de la commune de Gitega, pour donner des éclaircissements. Merci à toi aussi, Eroge Kwizera. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous parlons de l'importance de l'allaitement maternel au lendemain de la journée mondiale relative. Au cœur de la société, vous est présenté par Josine Caz. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Du 1er au 7 août de chaque année, le monde célèbre la semaine mondiale dédiée à l'allaitement maternel. L'Organisation mondiale de la santé prône 6 mois d'allaitement exclusif au profit des nourrissons. Malheureusement, certaines mamans ont du mal à respecter ces recommandations à cause de certaines obligations quotidiennes. Comment se présente donc la situation au Burundi? Que devrait être le comportement des mères pour préserver la survie et assurer la santé d'un bébé? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 7 août 2021. À la présentation, Josine Kadze. Bienvenue. Selon une étude menée en 2018 par l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU, l'allaitement maternel au Burundi se fait jusqu'à 98,6%. En général, 83,6% des enfants âgés de moins de 6 mois bénéficient d'un allaitement exclusif. La fréquence d'allaitement jusqu'à 6 mois est moins exclusive dans les villes que dans les milieux ruraux. À titre illustratif, pour la mairie de Bujumbura, les chiffres sont de 62,4%. Le lait maternel contient des éléments qui nourrissent le cerveau de l'enfant et contient également des anticorps qui aident l'organisme de l'enfant à mieux se défendre contre certaines maladies. Explication de Dr Dousabe Fiston. Il conseille les mères à allaiter suffisamment leurs enfants pour assurer leur bonne santé. Il y a une grande différence entre le lait maternel et toutes les sortes de lait, que ce soit le lait en poudre ou que ce soit le lait de vache. Premièrement, j'établirais une différence entre le lait maternel et tout autre aliment qu'on peut donner aux nourrissons. D'abord, par l'évolution. L'homme, c'est un mammifère qui a évolué beaucoup. Son cerveau est doté de l'intelligence et donc le lait a suivi cette évolution. Un nourrisson en a besoin pour renforcer son cerveau qui, plus tard, doit être intelligent. Deuxièmement, c'est en rapport avec la composition. Le lait maternel est constitué de l'eau à plus de 80%, des glucides à plus de 7%, des lipides à plus de 4%, des protéines à plus de 1% et plusieurs micronutriments à plus de 0,5%. Mais ce qui est très important, ce qui est étonnant même, c'est pas cette composition, mais c'est la variation. La composition varie en cours de l'allaitement dans une même tétée et c'est 24 heures et selon les besoins et l'âge du bébé. Donc pour dire qu'aucun autre aliment produit industriellement peut donner donc cette variation. Retenez bien que le lait maternel va se constituer, la composition va varier en fonction des besoins du bébé, en fonction de l'âge du bébé. C'est pas le poudre qui se trouve dans un carton qui va changer de composition. Et puis étonnant encore, dans le lait maternel, il y a des enzymes. Et ces enzymes vont participer dans la digestion, que ce soit la digestion des graisses, que ce soit la digestion des sucres. Et il faut mentionner ici une chose plus importante, ces enzymes vont participer dans l'immunité de l'enfant. C'est pour cela que vous voyez que l'enfant qui a été nourri au sein exclusif, pendant 6 mois, ce sera l'enfant moins vulnérable aux infections, aux maladies respiratoires, aux maladies diarrhéiques, donc etc. Et psychologiquement, il ne faut pas ignorer aussi le lien affectif qui se crée entre la mère et l'enfant quand l'enfant est. L'enfant va reconnaître le goût du lait de sa mère, l'odeur de sa mère, et la mère aussi va savoir donc l'odeur de son enfant. Je recommanderais aux parents qui allaitent de mettre le nouveau-né au lait maternel dès les premiers instants, de continuer à les allaiter jusqu'à 6 mois sans donner aucune autre sorte d'aliment. Bref, vous venez d'entendre qu'un enfant bien allaité tombe moins malade. C'est cette intervention de Dr Dousabe Fiston qui met en point final à ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Vous étiez avec Josine Kadze à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Josine Kadze. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait cette édition. À la présentation, c'était Onésime Douchimaguizé. Je vous souhaite de passer un beau week-end.